très content d'introduire les OTB User Days, déjà parce que je peux enlever le masque 3 secondes. Et puis content de voir qu'on est assez nombreux donc, pour ces 3 jours. Donc 2 journées présentation et table ronde, et une journée plus Hackfest, Code Sprint, on pourra appeler ça comme on veut. Voilà, donc avec ma petite souris sans fil astucieusement placée ici pour les présentateurs, vous pourrez cliquer le bouton gauche. Hop. Voilà. Hop. Donc voilà, merci déjà à CS d'avoir organisé cet événement ici, dans ce lieu, Artilect Toulouse, c'est un Fab Lab. On aura donc cette salle ici pour les présentations, et puis pour le buffet, pour les pauses café, on pourra se mettre de l'autre côté. Voilà, donc on a 3 jours ici, c'est sympa. Pour le Wi-Fi, il y a les mots de passe ici, et puis les différentes personnes qui ont déjà l'expérience de savoir si ça marche ou ça marche pas, voilà, ça va dépendre des personnes. Et enfin, pour les slides, elles vont être diffusées ensuite sur une chaîne YouTube avec le discours des bons présentateurs et présentatrices qui vont venir faire des discours ici. Voilà. Très rapidement, le programme d'aujourd'hui. Donc, d'abord une présentation de CS sur la Release 8. Alors, comme vous avez suivi, je pense, tout le suspense un petit peu de la vie de l'ETB. Là, on arrive à une version majeure, Release 8, qui est en train de sortir. On a une RC1 qui est juste sortie. Ensuite, une présentation de Julie et Michael, je pense, sur les chaînes OTB. Donc, l'intégration de l'OTB dans les chaînes, notamment Maya. Ensuite, on a 2 présentations de l'INRAE. On a les personnes de Montpellier, Rémi et Nicolas, qui sont venus pour nous présenter d'abord PyOTB, une extension Python à OTB, et pour nous présenter quelque chose qui n'a rien à voir avec du deep learning, donc un remote module qui permet de faire un truc, voilà. Et cet après-midi, on va commencer nos tables rondes autour de trois thématiques. L'OTB Python, les remote modules et le cœur de l'OTB, le cœur métier de l'OTB. Voilà. Toutes les slides sont en anglais. Les présentations, on s'est dit que c'était quand même plus simple de les faire en français parce que, a priori, tout le monde est francophone, c'est quand même plus facile. Voilà. Et demain, on va vous faire une présentation sur notre vision côté CNES, un petit peu de l'avenir de l'OTB, de comment on voit les choses de notre côté. Et puis voir un peu aussi comment est-ce que ça peut répondre aux attentes des utilisateurs. On fait une sorte de restitution des sondages et tout ça qu'il y avait eu. Et il y aura des présentations côté SAR, donc de Philippe Durand qui présentera DiapoTB, et Thierry Collac qui présentera S-Untiling. Donc ça, c'est deux remote modules pour faire du traitement SAR. Et juste après, on aura aussi une présentation donc, de Fabien Contival sur les corrections radiométriques SAR, et de Jérôme Collin sur la chaîne Maya, la chaîne WASP. L'après-midi, on continuera sur les tables rondes avec tout ce qui est environnement OTB, tout ce qui navigue autour de l'OTB, on va dire, et puis des idées sur une sorte de futur OTB un peu plus light, un peu plus réduit en périmètre. Et aussi un peu nos lettres au Père Noël, qu'est-ce qui manque dans OTB, qu'est-ce qu'on a envie de rajouter, etc. De toute façon, c'est l'esprit un peu des journées OTB, je dirais, c'est de recueillir vos besoins utilisateurs, de discuter tous ensemble avec la communauté qui est représentée ces quelques jours ici, et de voir comment ensemble on peut continuer à faire avancer l'OTB, à le centrer sur nos vrais besoins et à toujours satisfaire plus vos besoins à vous. Voilà. Petit mot sur mercredi, donc il y aura... on propose de tester la release 8 ici, de voir un petit peu comment on peut faire des mises à niveau, des remote modules vers OTB 8, de faire des démos QGIS aussi, parce qu'il y a eu des avancées en termes d'intégration OTB QGIS. On pourra discuter du PSC qui en ce moment est un peu en stand-by. Voilà, ce genre de sujet. Donc 3 journées assez denses. Mercredi, il y a des pizzas, donc restez jusqu'à mercredi. Et et en attendant, on a une machine à café qui marche bien et on a donc ce lieu qui nous accueille et c'est assez sympa. Voilà, merci et puis donc bonne matinée. Et donc je passe la main à Cédric.
Donc bonjour à tous, bienvenue à ces journées. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu organiser ce genre d'événement, mais il y a eu pas mal de développement sur l'OTB quand même ces dernières années. Et le but de ma présentation ce matin pour commencer les User Days, c'est un peu de revenir sur les changements donc, qu'il y a pu y avoir sur les dernières releases. Euh, donc fin 2019, on a sorti l'OTB 7.0, suivi d'une 7.1 début 2020, et ensuite on on a commencé à travailler sur une nouvelle release majeure, la 8.0. Et en parallèle, on a développé d'autres releases mineures pour intégrer des nouvelles features qui étaient moins importantes dans des releases 7.2, 7.3, 7.4. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu les releases 7 dans leur ensemble, les nouveautés qui sont intéressantes dans ces releases. Et après, je parlerai un petit peu de la release 8.0 et donc pourquoi on a voulu faire une nouvelle version majeure de l'OTB. Donc l'OTB 7, elle apporte son lot de nouvelles applications. On peut commencer par parler du framework de régression. Donc, si vous connaissez un petit peu les applications de classification de l'OTB, donc tout ce qui est sampling, les sample extraction, sample selection, et les applications de classification, train vector classifier, vector classifier, etc. Le framework de régression, ça marche un peu de la même façon, mais pour faire de la régression plutôt que de la classification. Donc là encore, on utilise OpenCV ou Shark pour faire les algorithmes de machine learning, et l'OTB prépare les données. Donc c'est des applications on retrouve les noms qu'on a pour les applications de classification, et ça fait de la régression juste à la place de la classification. Ensuite, on a pas mal développé des applications pour le traitement hyperspectral. Dans l'OTB, il y avait beaucoup de vieux codes d'algorithmes hyperspectraux, mais il n'y avait pas d'application qui correspondait, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas vraiment développer des chaînes de A à Z pour faire du traitement d'image hyperspectrale. Et donc il y a eu un travail pour développer ces applications, pour permettre à tous les utilisateurs de ces algorithmes sans faire de C++ directement. Donc si ça vous intéresse, on a développé aussi un tutoriel hyperspectral que vous retrouvez dans la documentation, donc sur le cookbook de l'OTB. Et d'autres applications, donc des applications de traitement d'image plus classique, donc des algorithmes, donc une implémentation du NLMINS, donc un algorithme de lissage d'image. Et Pantex Texture Extraction, ça c'est encore du vieux code OTB dont on a fait une nouvelle application pour extraire des features à partir d'images. Et ensuite des applications plus utilitaires, donc par exemple Zonal Statistic, qui est une application qui permet d'extraire des statistiques à partir d'une segmentation, donc qui va calculer minimum, maximum et statistiques d'ordre 1 et 2 sur tous les segments d'une segmentation. Donc ça peut servir dans plusieurs cas d'utilisation. Et de nouvelles applications, donc Reset Margin qui ressemble un petit peu à Extracteroid. C'est une application qui va, à partir d'une image, plutôt que d'extraire une région, la sortie aura la même taille que l'image d'entrée avec des zéros en dehors de la zone. Donc ça peut servir dans plusieurs cas. Et Synthetize qui prend en entrée une liste d'images et qui sort une image dont la valeur est la première valeur non nulle de la liste d'images d'entrée. Donc ça permet de concaténer des masques par exemple ou ce genre de choses. Dans l'OTB7, il y a eu pas mal de développement aussi sur les fonctionnalités SAR de l'OTB. On se rend compte que ces dernières années, il y a eu beaucoup du développement autour de l'OTB, ça a été de développer des chaînes SAR. Donc ça a eu un impact sur le code de l'OTB, avec l'arrivée de nouveaux capteurs, donc le support pour Cosmos SkyMed, et le refactoring du code du capteur TerraSight dans la 7.4. Beaucoup de changements aussi sur les remote modules SAR. Donc DiapoTB, il y a eu pas mal d'évolutions qui seront présentées demain. Et pareil, un nouveau remote module S1-tiling qui aura aussi une présentation demain. Et pour finir, pas mal de corrections dans le code de Sentinel-1, des corrections de bugs sur la lecture des données, sur la calibration, ce genre de choses. Quelque chose qui va moins concerner les utilisateurs directement, mais dans l'OTB7, on a aussi développé une plateforme d'intégration continue. Donc l'idée, c'est d'avoir, à chaque fois qu'on va pousser du code sur notre GitLab, sur une merge request, avoir des builds qui se lancent sur le cloud sur plusieurs plateformes, donc sur Linux, sur Mac, sur Windows, de lancer les batteries de test, de générer des paquets, la documentation, de la qualité,
et de pousser tout ça. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé dans le développement une fois que ça a été mis en place. Pour les utilisateurs, ce qu'on peut noter, c'est le principal intérêt de ça, ça va être la mise à disposition des paquets pour toutes les branches. Donc, si vous avez besoin d'utiliser la branche de développement pour profiter d'un correctif de bug ou d'une feature qui n'a pas encore été réalisée dans une version mineure ou majeure, sur le site, vous pouvez retrouver les paquets et utiliser les dernières versions. Pour rentrer un peu plus dans le cœur de l'OTB, une évolution assez majeure de l'OTB 7, ça a été le développement de ce qu'on appelle le Functor Image Filter. Donc un filtre dans l'OTB, c'est l'objet qui va prendre en entrée une image et sortir une image et appliquer un traitement dessus, donc bloc par bloc. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opérations de traitement d'image de l'OTB qui sont des opérations pixéliques. Par exemple, calculer un NDVI, on prend la bande rouge, la bande proche infrarouge, on applique un NDVI. Ça, c'est une opération par pixel. Pareil pour les opérations avec des voisinages, des convolutions. Et ça, il y avait vraiment beaucoup d'objets différents dans l'OTB qui faisaient ce genre de choses. Et c'est un peu fouillis et il y a beaucoup de code dupliqué pour ça. C'est pour ça qu'il y a eu ce functor qui a été, ce filtre qui a été développé, qui permet de factoriser beaucoup de code. Donc on voit qu'en quelques lignes, on peut définir un filtre à partir d'un functor ou d'une lambda C++. Ça fait un code assez compact. Donc ça, c'est vraiment du développement OTB. Ça peut être intéressant pour les utilisateurs, ceux qui développent des chaînes, par exemple. Si dans votre chaîne, vous avez beaucoup d'utilisation de bande math et que vous cherchez à optimiser votre chaîne, ça peut être intéressant de chercher à développer des applications qui vont implémenter ces fonctions. Ça va aller beaucoup plus vite que le bande math et c'est une bonne façon de gagner des perfs. Pour faire ça, sur le projet GitLab, on a un squelette d'application qui utilise un functor image filter. Donc vous pouvez aller voir le projet sur le GitLab. C'est simplement, ça définit une application, il y a juste à définir le functor et éventuellement un nom pour l'application et compiler le code et générer une application. Voilà, quelques autres nouveautés un peu en vrac. Dans l'OTB7, on a ajouté le support pour GDAL3. Et à partir de la 7.1, c'est la version qui est utilisée dans les paquets binaires et dans le superbuild. On ne supporte plus le Python 2, on est passé au Python 3 dans l'OTB7. Actuellement, les paquets sont générés pour Python 3.7 sur la release 7.4. On a ajouté les logs pour le wrapper Python. Donc si vous utilisez l'OTB 6, vous avez peut-être remarqué que la plupart des logs manquent quand on exécute des applications. C'est quelque chose qu'on a développé pour la 7.0. Autre chose qui peut être intéressant, un extended file name, donc c'est ces options qu'on rajoute au nom de fichier de sortie pour modifier le résultat, qui permet de spécifier la valeur no data qu'on veut écrire dans l'image de sortie. Ça peut être utile. Et enfin, on a décidé pour la 7.0 de supprimer le wrapper Java. A priori, personne n'utilisait ce code. Et du coup, on ne voulait plus vraiment le maintenir, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. En tout cas, personne ne s'est jamais plaint de la disparition du wrapper Java. Donc, voilà un petit peu pour les nouveautés de la 7.0. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif pour les 7.0, 7.1, 7.2 jusqu'à 7.4. Mais bon, vous pouvez retrouver tous les changements avec les release notes associés. En tout cas, je pense que c'est les changements les plus intéressants et les plus importants. Je vais vous présenter un peu maintenant l'OTB8. Donc, pour l'OTB8, il y a déjà 2 alphas qui sont sortis. Et on est sur le point de sortir une release 8.0. Les paquets sont déjà disponibles sur le site, en fait. L'idée, c'est qu'on la teste ensemble mercredi. Donc, faire des tests des paquets, éventuellement commencer à réfléchir à porter du code de remote module ensemble. Donc, ça fait bientôt 2 ans, 1 an et demi environ qu'on travaille sur cette version. Avant d'expliquer qu'est-ce qu'on va faire, il faut parler un petit peu d'OSIM, qui est, que certains d'entre vous connaissent peut-être si vous travaillez un peu sur l'OTB. Donc OSIM, c'est une bibliothèque de traitement géospatial, qui est une des dépendances principales de l'OTB, donc avec ITK et GDAL par exemple. C'est utilisé dans beaucoup d'endroits de l'OTB. Donc par exemple pour spatial référence, donc pour tout ce qui est projection, ça c'est quelque chose en fait qui a été changé en 7.0, mais c'était utilisé pour les projections.
pour la lecture des métadonnées des produits, donc par exemple pour lire un produit Pléiade, pour lire un produit Sentinel-1 et faire des traitements capteurs avec, c'était du code des plugins OSIM qui était utilisé. Pour la gestion de l'élévation aussi, donc tout ce qui est gestion des fichiers DEM, gestion des fichiers géoïdes, ça c'était OSIM qui le faisait. Les calculs de durée, ça c'est moins utilisé, mais c'est une partie assez importante aussi, donc tout ce qui est manipuler des dates, etc. Et enfin, les modèles capteurs. Donc tout le code de traitement SAR, ça fait partie des plugins OSIM. Et tout le code pour l'optique des RPC. Donc le but de l'OTB principal de l'OTB 8.0, ce qui justifie de changer de version majeure, c'est qu'on veut se débarrasser de cette dépendance. Donc ça fait longtemps qu'on souhaite en fait partir de l'écosystème OSIM pour plusieurs raisons. Je crois que ça fait 4 ans qu'on y pense en tout cas, que les premières issues ont été ouvertes sur le sujet. Donc les principaux problèmes d'OSIM, c'est que c'est dur à packager. Par exemple, on a essayé l'an dernier de développer une recette Conda pour l'OTB. Ça, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut aussi packager OSIM vu qu'il n'y a pas de recette associée et toutes ces dépendances. Et ça devient très très vite très compliqué de gérer les dépendances communes entre GDAL et OSIM, puis d'intégrer l'OTB. Pareil pour le super build, OSIM c'est une grosse bibliothèque qu'il faut compiler. Et enfin, dans Debian aussi, ils souhaitent arrêter le packaging d'OSIM. En fait, s'il y a encore OSIM dans Debian, c'est pour le paquet OTB. Donc ça fait longtemps que Debian pousse pour qu'on se sépare de cette dépendance. Aussi, c'est dur de suivre le cycle de développement d'OSIM, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle version d'OSIM, ça casse quelque chose dans l'OTB. Et là, ça fait quelques années en fait, qu'on utilise la même version d'OSIM, on est fixé sur une version patch d'OSIM, on sait qu'elle est stable, et on n'utilise pas les autres, l'OTB ne compilera pas avec les autres. Donc ça, c'est une solution à court terme, mais sur le long terme, c'est compliqué. Là, par exemple, avec les dernières versions de libgéotif, si on compilait toujours avec OSIM, on ne pourrait pas compiler à la fois OSIM et les dernières versions de GDAL, parce qu'elles ont des dépendances en commun. Et aussi, et c'est peut-être la raison la plus importante, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités d'OSIM qui sont aussi dans GDAL, et c'est un peu bête d'utiliser les deux bibliothèques en parallèle pour ça. Donc historiquement, en fait, à la base, GDAL n'avait pas du tout toutes ces fonctionnalités, ça a été ajouté sur le temps. C'est pour ça qu'à la base, l'OTB utilisait OSIM et GDAL, mais depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions dans GDAL qui fait qu'on n'a plus vraiment besoin d'OSIM. Donc pour supprimer OSIM, on a dû réimplémenter toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées plus haut. Donc en utilisant maximum GDAL, mais ça fait quand même beaucoup de refactoring. C'est pour ça que ça fait quelques années qu'on travaille sur ce refactoring. Ouais. Alors on y a pensé. Pour faire évoluer, juste pour faire. Donc la question c'est est-ce qu'on a fait évoluer GDAL sur certains points, on ouvre des issues, mais il n'y a pas eu beaucoup de développement dans GDAL. Un exemple, ça va être Sentinel-1. Donc là, je vais parler des métadonnées. Mais par exemple, GDAL lit des métadonnées Sentinel-1, mais pas du tout assez par rapport à ce qu'on a besoin. Il ne lit pas tout. Et quand on discutait de ça avec les gens de GDAL, ils n'étaient pas forcément non plus pour avoir un code énorme qui liait beaucoup de métadonnées pour les besoins de l'OTB. Donc il n'y a pas eu de gros développement pour GDAL, de grosses pull requests. Après, on a été amené à beaucoup ouvrir d'issues parce qu'on a beaucoup travaillé avec du code spécifique à certains drivers GDAL. Mais il n'y a pas eu de gros développement dans GDAL pour ce refactoring. Donc peut-être la plus grande partie du refactoring, ça a été la lecture des métadonnées. Donc pour tous les produits qu'on supportait dans l'OTB7, réimplémenter la lecture des métadonnées. Souvent on a de la chance et GDAL le fait, mais quand c'est pas possible, il faut réimplémenter des lecteurs. Donc on a aussi implémenté le support pour les fichiers Geom qui sont utilisés dans l'OTB7, que vous avez peut-être déjà rencontré si vous travaillez avec des métadonnées dans l'OTB. Et donc dans l'OTB8, on supporte les mêmes capteurs que ce qu'on pouvait avoir dans l'OTB7. Donc
vous avez les LCC, donc des capteurs SAR et des capteurs optiques. Merci. Est-ce que dans les capteurs, il va y avoir Pléiade Neo dans la version 8? Je ne sais pas si ce sera dans la version 8, en tout cas, on compte travailler là-dessus. On a eu ADS nous a fourni des données pour qu'on puisse travailler là-dessus. Alors je ne sais pas si au final ce sera dans la 8.0 ou dans une 8.1 au niveau du planning. En tout cas, c'est prévu de développer un modèle. A priori, ça ne devrait pas être trop compliqué parce qu'on a beaucoup factorisé le code qui lit des fichiers d'IMAP. Donc, si je reviens là, il y a beaucoup des capteurs optiques. En fait, c'est donc Pléiade, les spots, Formosat, c'est tous basés sur des DIMAP. Donc, le code maintenant est un peu commun. Donc, a priori, rajouter le support Pléiade Neo, sachant que GDAL le supporte déjà, ça ne devrait pas être trop compliqué. Mais pour l'instant, ça n'a pas été fait. Je ne sais pas si ça va être intégré dans la 8.0. Ça détermine. Donc après la lecture, il y a aussi l'écriture des métadonnées. Donc le grand changement de la 8.0, c'est que l'OTB n'écrit plus de fichiers Geom, mais écrit directement les métadonnées dans les produits GDAL, en utilisant les fonctionnalités de GDAL pour écrire des métadonnées avec les drivers. Donc là, par exemple, sur la droite, vous avez le résultat d'un GDAL info sur une sortie de l'OTB 8.0. Et on voit que l'OTB a écrit un certain nombre de métadonnées. Donc là, à la base, le produit de base, c'était une image Pléiade sur laquelle j'ai fait un extract theory. Donc on retrouve différentes métadonnées qui étaient présentes dans le DIMAP à la base et qui ont été traitées par l'OTB. Donc au niveau fonctionnalité, c'est la même chose qu'un Geom, mais sans avoir ce fichier en plus à gérer, quoi. Et plus pour parler du code en interne, pour ceux qui auront à refactorer des remote modules, ce genre de choses. Les métadonnées, donc les keyword lists aussi ont été remplacées par un objet qui s'appelle image metadata, qui est un espèce de gros dictionnaire qui peut stocker des clés de différents types. Donc des clés numériques, des strings, des dates, des LUT et différents objets géométriques capteurs. Sur la droite, je vous ai mis un exemple de la nouvelle API de cet objet image metadata, où on va récupérer les métadonnées d'une image, comme on aurait pu faire avec un keyword list dans l'OTB7, et récupérer des métadonnées ensuite dans le dictionnaire de différents types. Donc ensuite, le point suivant au niveau du refactoring, ça a été la gestion de l'élévation. Pour ça, il a fallu réimplémenter un DEM handler. Au final, on se base beaucoup sur GDAL, donc c'est désormais GDAL qui va lire les tuiles DEM et éventuellement un fichier géoïde. Et donc, ça veut dire que n'importe quel type de fichier GDAL, enfin de type raster reconnu par GDAL, peut être utilisé comme un DEM. C'est un petit changement par rapport à ce qu'on avait dans OSIM, où on supportait que les TIFF et les SRTM. Donc ça peut potentiellement ouvrir d'autres possibilités. Pour les utilisateurs des applications, ça ne devrait pas changer grand-chose parce que l'API du paramètre d'élévation est toujours la même, c'est-à-dire on lui fournit un répertoire qui contient des tuiles SRTM, enfin des tuiles de DEM, un fichier géoïde ou une valeur par défaut. Et pareil pour l'API C++, elle est à peu près similaire. C'est toujours un singleton sur lequel on va donner le chemin vers les tuiles et sur lequel on fait des requêtes de valeurs d'élévation. Et enfin, rapidement, sur les modèles qui ont été refactorés, donc pour tout ce qui est traitement RPC pour les capteurs optiques, on se base entièrement sur GDAL, parce que GDAL a toutes les fonctionnalités pour faire ça. Donc GDAL a un lecteur de RPC et des classes pour faire des transformations avec les RPC, qui sont utilisées dans GDAL Warp, si vous connaissez ce genre d'utilitaire, et donc maintenant dans l'OTB pour faire les orthorectifications, etc. Par contre, pour les SAR, on a dû tout réimplémenter, tout le code qu'il y avait dans OSIM Plugin pour faire des transformations SAR. Donc ça a été fait dans une classe qui s'appelle SAR Sensor Model, qui a une API identique à celle à l'ancienne classe SAR Sensor Model Adapter, que vous avez dû utiliser si vous faites du SAR dans l'OTB. Et enfin, un point un peu
un peu moins utilisé, mais qui a quand même son intérêt, c'est la gestion des dates et des durées. Donc c'était fait par OSIM, il y avait des classes qui géraient, qui géraient les dates, etc. Maintenant, on se base sur STD Chrono. Et une bibliothèque qui s'appelle Date par Howard Inant, qui est en fait un draft de ce qui a été intégré dans le C++ 2020, avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour gérer les dates en se basant sur STD Chrono avec une API à peu près utilisable. Voilà. L'OTB, c'est encore en C++ 2014, donc on ne pouvait pas directement intégrer les fonctionnalités du C++ 2020 pour gérer les dates. Et voilà. Donc ça, c'est assez récent en fait, ce changement vers STD Chrono. À la base, on utilisait Boost, mais on s'est rendu compte que ça dégradait énormément les performances. Donc, par exemple, les orthorectifications de produits centenaires, ça durait à peu près 2 fois plus longtemps que dans la 7.4, juste à cause de l'implémentation de Boost des durées. Et avec les STD Chrono, on se retrouve avec des performances similaires à l'OTB 7.4. C'est pour ça qu'on a fait ce choix. Oui. Pour passer d'un DIMAP à RPC. Alors en fait, ça c'est GDAL qui fait ça. Donc en fait là, pour tout ce qui est RPC, on se base sur GDAL. C'est-à-dire que si GDAL est capable de lire les RPC, on prend ce que fournit GDAL et on le met dans l'OTB. Donc en pratique, ça veut dire que effectivement pour un produit Pléiade par exemple, GDAL va lire le DIMAP dont les RPC, et nous on s'en sert. Donc je sais pas si en fait, l'idée c'est que vous voudrez stocker des coefficients, c'est ça? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment compris ce que vous souhaitiez faire, mais donc c'est passer du DIMAP au coefficient RPC, c'est ça? Alors, dans l'OTB avec l'API C++, ce serait possible. Après, c'est peut-être un peu overkill parce que le plus simple, ce serait sans doute d'appeler GDAL en fait, de lire le produit GDAL par exemple en Python et de lui demander. Donc, GDAL est capable de lire le DIMAP, on lui passe le fichier XML en entrée. Et ensuite, on peut récupérer les coefficients à partir de là. Alors l'OTB sera aussi capable de le faire, mais il n'y a pas forcément besoin de l'OTB pour faire cette tâche. Et par contre, ce sera en C++ au niveau OTB, si vous voulez le faire en OTB. Quoique avec le wrapper Python, ce sera possible à écrire d'image info aussi de l'OTB, en Python. Voilà. Donc voilà un petit tour pour tout ce qui est donc la suppression d'OSIM des dépendances de l'OTB. Donc voilà pour la 8.0. Et pour finir, je vais juste montrer quelques changements qui ont été développés pour le plugin QGIS. Donc si vous avez déjà utilisé ce plugin, vous savez que pour certaines applications, c'était un peu galère à utiliser. Dès qu'il y avait des listes, par exemple, il fallait mettre tous les paramètres à la main, ce qui rendait vraiment l'utilisation pas très agréable. Et c'est quelque chose qui a été modifié dans l'OTB 8.0. Donc là, par exemple, on a une application où il faut sélectionner une bande de l'image d'entrée. Donc à gauche, on a le fonctionnement sur l'OTB 7.4 où dans le paramètre Channels, il faut entrer à la main Channel 3. Déjà, il faut deviner que la bande va s'appeler Channel 3 et ensuite écrire Channel 3, ce qui est quand même pas terrible. Et donc dans l'OTB 8.0, il y a un code qui va aller chercher les noms des bandes et qui propose une petite liste comme ça où on sélectionne les bandes en cochant. Pareil pour les fichiers vecteurs, donc ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les applications de classification par exemple,
où on doit donner les noms des champs dans les vecteurs qu'on veut utiliser pour la classification. Donc avant, il fallait les rentrer à la main, donc il fallait savoir un petit peu, aller chercher dans la table d'attributs QGIS ou quelque chose comme ça, et écrire à la main dans les features ce qu'on voulait. Maintenant, pareil, on a une petite liste où on coche les paramètres qu'on veut. Et voilà, encore de façon identique, les applications, dans l'application qui calcule les indices radiométriques, donc des NDVI, ce genre de choses. Avant, il fallait écrire, si on voulait un NDVI, végétation 2.NDVI dans le paramètre. Ça, il faut le deviner. Alors que dans la 8.0, on aura une liste pareille. Donc l'idée, c'est de se rapprocher un peu d'un comportement de ce qu'on peut avoir par exemple dans Monteverdi, dans le plugin QGIS. Et voilà. Et je pense que Yannick en parlera peut-être un peu demain, mais l'idée, c'est aussi de développer le QGIS parce qu'on s'est rendu compte que il y a beaucoup d'utilisateurs de l'OTB qui utilisent ce plugin en fait plus que Monteverdi par exemple aujourd'hui. Et donc ça, c'est important quand même de développer ce wrapper. Donc voilà un petit peu pour un tour des nouvelles fonctionnalités des versions 7 et 8. Donc on pourra tester, comme je l'ai dit, la release 8 mercredi. Pareil pour les changements sur QGIS, on pourra faire quelques tests. Et en attendant, si vous avez des questions... Une petite question sur les performances. Est-ce qu'il y a un... Je pense juste qu'il n'est pas allumé. Ah, si, là, Ah, je vais la rapprocher un peu plus. Pardon. Est-ce qu'il y a des différences de performance dans au niveau des applications OTB, le fait d'avoir sorti au SIM du code? Alors, pour les performances, donc le principal changement, c'est ce que j'ai dit là sur les orthorectifications Sentinel-1, enfin tout ce qui utilisait le SAR, où c'était vraiment dégradé. Avec ça, on est globalement identique sur les traitements, donc sur tous les autres traitements optiques, c'est globalement identique. Il peut y avoir des différences au niveau des lectures des produits, ça peut aller plus vite dans certains cas. Globalement, quand même, on est sur des performances à peu près équivalentes. Voilà. Ça n'a pas non plus permis d'optimiser beaucoup de choses, c'était pas forcément l'idée du refactoring, d'optimiser les performances de l'OTB, c'était plus de séparer la dépendance, plus que d'optimiser du code. Par exemple, pour le code SAR, en fait, le code est vraiment quasiment identique en fait, ce qu'on a réimplémenté. Du coup, il n'y a pas vraiment eu d'optimisation à ce niveau-là. Concernant la lecture des métadonnées, Oui. le code il est factorisé, on pourrait l'extraire facilement ou pas? Parce qu'en fait, on est en train de développer une bibliothèque à côté qui fait ça. Et l'idée, ça pourrait être de mettre tout en commun. Ce serait peut-être pas mal. Je pense que peut-être Julien, tu sais saurais répondre. Je pense que c'est un code qui dépend de pas grand-chose d'autre, donc c'est un module en fait de métadonnées qui est assez bas niveau dans l'OTB, qui n'a pas trop de dépendance. Donc éventuellement, ça pourrait être quelque chose qui est intégré ailleurs. Je pense qu'on s'est jamais posé la question en fait en le développement, mais pourquoi pas en fait, effectivement. En tout cas, ça dépend pas par exemple d'ITK pour lire les métadonnées, quoi. On a une petite dépendance à Boost pour certaines métadonnées. On utilise Boost Any. Ah oui, effectivement, ça dépend de Boost. Ouais. En fait, Après, la lecture en elle-même des métadonnées dans les produits, elle se fait par GEDAL. Et l'OTB va convertir ce qui a été lu par GEDAL pour l'intégrer dans un objet particulier qui permet après d'accéder aux métadonnées dans les applications. Mais la lecture en elle-même depuis le produit se fait avec GEDAL. c'est ça.
Ouais, c'est... C'est des champs définis et on peut aussi ajouter des nouveaux champs. On a une liste, là par exemple, sur ce code, on va avoir par exemple MDSTR Sensor ID, c'est un champ qui est défini. C'est pas dans l'exemple, mais on peut aussi rajouter d'autres clés de métadonnées. En fait, c'est GDAL qui se charge d'écrire les métadonnées, donc dans certains cas, il va créer un fichier qui s'appelle .ox.xml. Mais sinon, on demande juste à GDAL d'écrire les métadonnées et il se débrouille avec ça. C'est standardisé dans l'OTB. C'est ça. Oui. En fait, c'est ce que fait... Oui. Non, du format OTB. Mais ça n'a pas changé. Oui, c'est ça. Mais c'est interne à l'OTB, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des métadonnées classiques, les RPC, les machins comme ça, tu vas les retrouver, Qsim va les retrouver, tout le monde va les retrouver. Mais si jamais nous on rajoute une métadonnée telle qu'un autre logiciel ne sera pas retrouver telle quelle, parce que ça peut dire un vrai produit payable, et on vient chercher dans notre fichier, ou un produit S2, elle vient chercher dans notre fichier XML, tu vas avoir une évolution. Oui, par exemple, un champ qui est partout la définition. Oui, parce que là tu vas la retrouver, mais alors je reprends. Ça s'appelle pas pareil dans un truc ou dans un truc. Mais sur les sorties d'OTB, ça s'appellera pareil, ça s'appellera toujours Acquisition Date. Là, par exemple, tu as un GDAL info et ça crie ça. La 8, c'est juste ce que vous faisiez dans la 7, mais sans film. Surtout quand on n'a jamais écrit de politique, l'OTB a toujours sorti des fichiers images. On n'a jamais eu un format standard FISO. C'est vrai que tu enregistres. Tu peux avoir qu'ils appellent le bin d'image, où effectivement tu peux écrire en standardisé, ou le nouveau format qui vont sortir, le Snap, où c'est effectivement standardisé. Dans l'OTB, on n'a jamais eu cette philosophie-là. On a écrit des images, et ce qu'on fait là, c'est que dans le fichier géotif, dans ce cas-là, on va écrire les métadonnées qu'on a besoin pour réutiliser nous de notre côté. Il se trouve que certaines sont standardisées, d'autres ne le sont pas parce qu'elles sont plutôt pour nous. Mais après, c'est vrai qu'on s'est jamais posé cette question d'avoir un format de produit. Mais c'est une question qui peut s'ouvrir. J'ai pas compris l'intérêt pour quand on manipule des images brutes, vu qu'il y a enfin moi je dis d'IMAP, mais je vais dire d'IMAP ce matin, désolé. J'ai pas compris l'intérêt de stocker dans les tags de l'image des données qu'on a à côté dans le DIMAP.
Autant pour une image orthorectifiée, je comprends l'intérêt de se passer du point geom, enfin du fichier geom à côté, donc d'inscrire la localisation et la projection carto des images orthorectifiées directement dans les tags géotifs. Mais autant pour une image brute, un capteur parfait en gros, je ne comprends pas l'intérêt de venir réécrire dans les tags de l'image tout ce qui est disponible, toutes les informations qui sont disponibles dans l'IMAP. C'est devenu un produit de l'OTB et il faut bien lui attacher des métadonnées parce qu'il ne peut pas vivre sans ces métadonnées. Tu peux pas, sinon il faut aller chercher les métadonnées, il faut faire un bricolage à la main, c'est compliqué. Après, c'est à l'utilisateur aussi de gérer un peu ces métadonnées. Ouais, mais Compliqué parce que c'est vrai, enfin, moi je ne suis pas un spécialiste de tous les tags qui sont dans Pléiade, Mm. c'est bientôt Pléiade Neo, mais c'est vrai que si les tags sont différents pour les différentes techniques, c'est mieux que ce soit l'utilisateur de gérer tous ces trucs-là. Mm. Après, en général, les utilisateurs utilisent les orthoractifiés parce que là, c'est plus simple. Les tags d'une image orthoractifiée, c'est plus facile à gérer qu'aller gérer En fait tu vois le côté optique où effectivement le premier traitement que tu vas faire, c'est orthorectifier ton capteur parfait et après faire tes éléments de traitement. Mais dans le SAR, c'est moins le cas et on a besoin d'avoir plus d'étapes potentielles intermédiaires. Et donc là, tu as besoin de traîner tes métadonnées tout le long de ta chaîne. Donc c'est vrai que le cas optique est un peu plus simple parce que tu as un capteur parfait, tu l'orthorectifies, après derrière, effectivement, tout est dans le géotif et c'est fini. Mais dans le SAR, tu peux avoir du deburst, tu peux avoir du multilooking, tu peux avoir toutes ces étapes-là dont on a besoin d'avoir les informations tout le long de la chaîne et potentiellement faire un extrait sur une petite partie dès le début, quoi. Bah, c'est pas d'autres questions, on va pouvoir peut-être passer à la présentation suivante, donc de Mickaël et Julie.